Mais dis donc Antoine, plutôt que de faire l'idiot, tu pourrais pas m'expliquer pourquoi les scientifiques d'aujourd'hui ils essayent pas de refaire toutes les inventions géniales qu'on voit dans les films, genre les sabres laser ou les voitures qui voyagent dans le temps? Eh ben parce que c'est scientifiquement pas possible. Allez, en route. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Je suis actuellement au musée du cinéma et de la miniature à Lyon, dans le quartier Saint-Jean, où sont exposés de très nombreux accessoires ayant servi réellement sur le tournage de films. Je vais sûrement trouver de quoi poser des questions à Antoine ici. Allez, moteur, action! Tiens, par exemple, dans beaucoup de films de science-fiction, on voit des vaisseaux comme celui-ci voyager au-dessus de la vitesse de la lumière, et sans se faire flasher. Tout à fait, Hugo. Par exemple, dans le premier épisode de Star Wars, réalisé en 1977, Yann Solo affirme que son Faucon Millennium fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Ah, peut-être que ce coucou est moche à voir, mais il en a dans le ventre et c'est ce qui compte. J'ai apporté tout plein de petites modifications spéciales. Et dans la série Star Trek, il est dit que l'Enterprise peut atteindre Alpha du Centaure en 3 jours seulement. Faisons un petit calcul. Alpha du Centaure, qui est le système d'étoiles le plus proche de la Terre, est composé de 3 étoiles, dont la moins éloignée, Proxima, se situe à une distance d'environ 4,22 années-lumière. Sachant qu'une année-lumière équivaut à 10 000 milliards de kilomètres, cela signifie que le vaisseau se déplacerait à 3,85 x 10 exposant 8 mètres secondes, ce qui est encore plus élevé que les 3,00 x 10 exposant 8 mètres par seconde de la lumière. Bah dis-moi, pourquoi est-ce que les chercheurs de la NASA n'ont pas déjà mis au point des engins aussi rapides? Ça nous ouvrirait à des possibilités infinies d'exploration. Pourquoi ne peut-on pas aller à la vitesse de la lumière? On va voir ça. La vitesse, c'est de l'énergie. Et comme l'a dit le célèbre physicien Albert Einstein, E est égal à mc au carré. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la relation qui lie la masse et l'énergie. Ainsi, grâce à lui, on sait que à partir de l'énergie, on peut faire de la masse, comme ça a été le cas lors du Big Bang, où une quantité incroyable d'énergie a été rassemblée dans une toute petite sphère incroyablement dense. Mais on peut aussi fabriquer de l'énergie à partir de la masse. C'est le cas des réactions nucléaires. C'est bien beau tout ça, mais quel est le rapport avec les vaisseaux spatiaux? J'y viens. Si un engin prend de la vitesse, il accumule de l'énergie. Il s'alourdit donc. Par exemple, si on lance une voiture à 300 km/h, elle s'alourdira d'environ 0,000000003%, ce qui est largement compensé par la perte de carburant. Mais si on arrive à aller infiniment plus vite, les choses s'aggravent. Ainsi, si on va à 99% de la vitesse de la lumière, son poids aura été multiplié par 7. Et à 99,9% de la vitesse de la lumière, il aura été multiplié par 20.
Il faudra donc un temps infini et une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. C'est même pas la peine de penser. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais voyager plus vite que la lumière? Certains pensent que si. Par exemple, des physiciens parlent de déformer l'espace. Imaginez que l'espace soit une sorte de tapis élastique. Le vaisseau spatial serait poussé par une sorte de vague d'espace dilatée. Il contracterait l'espace devant lui. Mais ces déformations nécessitent une sorte de matière d'énergie négative. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout où la trouver. Bon, du coup ça va pas être possible de passer nos vacances dans une autre galaxie avant très longtemps. Mais dis-moi, est-ce que ça serait possible de se battre comme les chevaliers Jedi avec des sabres laser? Qu'est-ce que c'est? Le sabre laser de ton père. C'était l'arme des chevaliers Jedi. Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble d'une époque civilisée. Dans la saga Star Wars, les duels au sabre laser sont des scènes mémorables. On peut voir leurs lames lumineuses s'entrechoquer, découpant toute matière sur leur passage avec une puissance que seul un autre sabre laser peut égaler. Aïe, ça chauffe! Bon alors Antoine, c'est pour quand les vrais sabres laser? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qu'est un laser. Un laser est une source lumineuse amplifiée. Mais comment fabrique-t-on un? On place des atomes excités dans une cavité entre deux miroirs. Ainsi, lorsqu'on envoie un photon sur l'un de ces atomes, il se désexcite et envoie un deuxième photon similaire au premier. Et ils vont se réfléchir sur les miroirs et ainsi entraîner la désexcitation d'autres atomes qui vont eux-mêmes entraîner l'émission d'autres photons et ainsi de suite. De plus, contrairement à une ampoule classique qui diffuse la lumière, les photons vont tous dans la même direction et sont concentrés. Voilà, on a fabriqué un laser. D'accord Antoine, mais pour couper quelque chose avec de la lumière, comment fait-on? Eh bien, les rayons laser, c'est de la lumière, et la lumière, c'est de l'énergie. Comme on l'a tous remarqué sous le soleil ou sous une lampe puissante, la lumière, ça chauffe. Ainsi, si on concentre tous les rayons en un point, avec une loupe, par exemple, eh bien, la lumière, ça chauffe davantage. Et puis, ça brûle. Bon, allez, on va voir ça. Marcel, lumière! Les rayons sont arrêtés et absorbés par la matière qui s'échauffe. Et pour plus d'efficacité, eh bien, on focalise les rayons de sorte que les photons se concentrent en un point qui va chauffer davantage et qui va finir par brûler. Donc, si on met assez de photons dans la même direction, on a un sabre laser comme dans Star Wars? Eh bien, pas tout à fait. Un rayon laser a une distance infinie. Par exemple, on a pu calculer la distance Terre-Lune au centimètre près grâce à un laser. Or, dans Star Wars, les lasers sont limités dans l'espace. Un rayon laser ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas stoppé. En plus, la lame du sabre est totalement visible, alors que dans la réalité... Marcel, lumière! On ne voit que l'extrémité du laser sur la feuille. Or, pour qu'on puisse voir le sabre laser dans son intégralité, il faudrait des particules flottantes, comme du gaz, de la poussière ou des gouttelettes d'eau. Bon d'accord, Georges Lucas a un peu romancé pour les sabres laser. Mais potentiellement, c'est bien possible d'avoir une arme au laser comme le blaster de Yann Solo. Eh bien, certaines entreprises utilisent des lasers dans la découpe de matériaux, comme l'acier par exemple. Mais ils utilisent des machines énormes. Or, le manche d'un sabre laser est bien trop petit pour contenir une telle énergie. Et en plus, ces machines libèrent une telle quantité d'énergie qu'il faut des lunettes spéciales, voire respecter une distance de sécurité ou sortir de la salle où il y a le laser. Les Jedi devraient alors porter de très bonnes lunettes de soleil. En plus, les lasers ne peuvent pas découper tous les matériaux. Le verre, par exemple. On voit bien que les rayons le traversent, ça ne fait absolument rien. Donc, en matière d'armement, les lasers mettront du temps à dépasser le stade de pointeur sur les fusils sniper. Hugo? Hugo? Bah... Il est passé où? Hugo? Hugo? Ah mais Hugo, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Georges Lucas m'a déçu! Il a tout faux!
Pendant toute mon enfance, j'ai cru que j'allais pouvoir me battre avec un sabre laser, que j'allais pouvoir rencontrer des extraterrestres dans d'autres galaxies, et rien de tout ça n'est possible. Mais Ego, c'est pas une raison pour tout casser, enfin. Tu peux rien y faire maintenant, à moins de revenir dans le passé et de changer le scénario aussi. Attends. Comme dans Terminator? Tout à fait. C'est d'ailleurs là toute l'intrigue du film. En 2029, les machines qui gouvernent le monde envoient en 1984 un robot programmé pour exterminer Sarah Connor, la mère du futur chef des résistants. Mais si tu veux remonter le temps pour rencontrer George Lucas avant qu'il ne réalise Star Wars, il faudrait que tu trouves la même voiture que dans la trilogie de Retour vers le futur. Bon alors Antoine, pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà tous équipés de notre machine à voyager dans le temps à la maison? J'aimerais bien savoir quelle note je vais avoir au TPA moi. Eh bien, c'est théoriquement possible de voyager dans le temps. En effet, il a été prouvé scientifiquement qu'autour du noyau d'un atome, les électrons voyageaient tellement vite qu'ils se retrouvaient à plusieurs endroits à la fois. Et la nature s'en accommode bien, puisque toute la matière est constituée d'atomes. Ainsi, il nous serait possible aussi à nous, êtres humains, de voyager dans le temps, sans que cela n'entraîne une déchirure du continuum espace-temps, entraînant la destruction totale de l'univers. Mais d'un point de vue pratique, les choses se corsent. Imaginez que vous prenez une machine à voyager dans le temps et que vous tuez son créateur à la naissance. Il ne pourra alors pas inventer la dite machine. Donc vous n'avez pas pu l'utiliser. Du coup, vous n'avez pas pu tuer l'inventeur avant qu'il ne fasse sa découverte. Donc la machine n'existe pas comme elle n'a pas été inventée. Vous n'avez pas pu voyager dans le temps pour empêcher son invention. Mais alors vous ne pouvez pas avoir tué l'inventeur. C'est ce qu'on appelle un paradoxe temporel. Bon d'accord, imaginons que l'univers soit déterministe. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule histoire possible. Et que l'histoire serait le résultat de tous les voyages, y compris ceux dans le passé. Est-ce que ça serait possible? Eh bien, un autre problème se pose. Disons qu'Hugo veut voyager dans le temps et qu'il pèse, avec sa machine, 3 tonnes. Ça signifie que l'univers, dans son ensemble, pèsera 3 tonnes de moins que la normale entre la date du départ et celle du retour, et aura pesé 3 tonnes de plus que la normale pendant toute la durée du séjour. Donc, le voyage temporel empêche la masse de l'univers d'être constante. Or, une loi très importante en physique dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La masse et l'énergie se conservent. Si de la masse se crée, il y aura une perte d'énergie et vice-versa. Si on respecte cette loi, les voyages dans le temps sont tout simplement impossibles. Mon autre rêve, ça aurait été de voyager dans le temps pour pouvoir rencontrer les dinosaures. Du coup, comme c'est pas possible, est-ce qu'on pourrait pas les ramener à la vie comme dans Jurassic Park? Tout le processus est décrit dans le film et ils ont des arguments qui ont l'air plutôt convaincants. Ils ont même réussi à redonner vie au magistral tyrannosaure. Alors Antoine, quand est-ce qu'on pourra adopter un bébé tyrannosaure? Je sais pas moi, t'as qu'à nous l'expliquer. Ah bah d'accord. Salut le petit doigt. Salut Antoine. Bon alors, c'est très simple. Reprenons du début. Les plus anciennes séquences d'ADN sur lesquelles les scientifiques ont travaillé datent des dernières glaciations, c'est-à-dire il y a environ 100 000 ans. Or, dans Jurassic Park, le dinosaure a été piqué par un moustique. Un moustique. Il y a environ plusieurs dizaines de millions d'années. Mais imaginons que les scientifiques aient vraiment de la chance et qu'ils trouvent un moustique vieux de 65 millions d'années, soit la fin du cétacé, l'extinction des dinosaures. Que va-t-il se passer? La salive du moustique va dégrader les cellules du dinosaure. Ta salive, puis après ces différentes enzymes digestives. Donc ça voudrait dire que pour avoir un ADN digne de ce nom, il faudrait que le moustique se soit retrouvé piégé dans la sève quelques secondes après qu'il ait fait d'un joli sang de jolis dinosaures son déjeuner. Ça commence à faire beaucoup de conditions, hein. Bon, imaginons que le sang soit intact. Ah, le sang est intact. Alors, voyons ce que le moustique avait dans le ventre.
De quoi est composé le sang de dino? Tout d'abord, de plaquettes. Plaquettes du dinosaure. Mais dans les plaquettes, il n'y a pas d'ADN. Ensuite, du glucose, c'est-à-dire du sucre. Et tu le sais aussi, dans le sucre, il n'y a pas plus d'ADN que dans les plaquettes. Bon. Des globules rouges. Alors, chez les mammifères, les globules rouges ne portent pas l'ADN, ne portent pas l'information génétique. Ouais, mais chez les reptiles. Par contre, chez les reptiles, c'est vrai qu'on trouve des hématies nucléées, donc l'information génétique. Et enfin, on trouve des globules blancs. Et ça, c'est intéressant, parce que dans les globules blancs, il y a toute l'information génétique que l'on cherche. Il y a tous les chromosomes, tous les gènes, tout ce qui nous intéresse pour faire un dinosaure. On a l'ADN, donc on a la recette. Il nous reste plus qu'à la réaliser et le tour est joué. Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, notre corps est composé de 2 sortes de cellules. D'abord, les cellules germinales, c'est-à-dire les spermatozoïdes, les ovules, et pour faire plus large, les gamètes. Dans les cellules germinales, il y a aussi les cellules qui fabriquent les gamètes. Sur ces cellules, tous les gènes sont activés, parce que nous avons besoin de chacun de ces gènes pour nous former. C'est la petite graine de papa qui rencontre la petite graine de maman, et comme tous les gènes sont activés, tout l'individu va pouvoir être formé. Mais dans un deuxième temps, il y a les cellules somatiques. Celles-ci sont hyper spécialisées. Il n'y a qu'un petit pourcent, en fait, des gènes qui sont activés. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles sont hyper spécialisées. Tu es d'accord que les cellules de tes cheveux, c'est pas les mêmes que les cellules de ta peau. Ouais, d'accord. Revenons à notre moustique. À moins que le moustique ait piqué le dinosaure sur des parties un peu sensibles, il est fort peu probable qu'il ait pris des cellules germinales. Donc ça veut dire qu'il a pris des cellules somatiques. Donc que 99% des gènes sur ces cellules ne sont pas activés. Mais on peut les réactiver? On peut les réactiver. Les scientifiques ont déjà réussi à cloner un animal à partir de cellules somatiques. C'est le cas du mouton de lit. Mais quand est-ce qu'on aura des tricératops pour tondre la pelouse? Il nous reste un dernier détail à prendre en compte. C'est la conservation du sang. En effet, lorsque les médecins veulent conserver du sang, ils le plongent avec du glycérol dans une température entre moins 80 et moins 130 degrés. C'est pas tout à fait les mêmes conditions que dans l'estomac d'un moustique piégé dans l'ambre. En plus, la conservation du sang dans les hôpitaux, elle fonctionne entre quelques mois et quelques années. Là, on est à 65 millions d'années. Faut imaginer que la molécule d'ADN, elle est très longue. Forcément, elle se détériore. Mais est-ce que c'est grave? Ah oui, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de trous dans la formation génétique. D'ailleurs, comme l'a dit Jack Horner, le personnage qui a inspiré Hammond dans Jurassic Park, Pas plus d'un 10 milliardième du matériel de base ne subsisterait. ça voudrait dire qu'il faudrait combler ces trous. Alors dans Jurassic Park, ils ont trouvé un subterfuge. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de boucher les trous avec de l'ADN de crapaud. Mais là, c'est assez imprécis. En fait, si tu veux, le crapaud n'est pas un descendant des dinosaures, mais plutôt un cousin éloigné. En fait, les descendants directs des dinosaures, ce sont les oiseaux. Et ça marcherait avec un oiseau? Ça marcherait avec un oiseau, en tout cas ça marcherait plus qu'avec un lézard. Ça serait beaucoup plus facile de combler les trous avec de l'ADN d'un poussin qu'avec celui d'un lézard. Mais par contre, on ne maîtrise pas assez l'information génétique pour pouvoir reconstituer un dinosaure. C'est pas encore dans les capacités scientifiques actuelles. Donc pour l'instant, je suis désolée, mais vaut mieux confier la tonte de ta pelouse à un mouton qu'à un tricératops. Bon, si j'ai bien compris, il va falloir se contenter de notre monde tel qu'il est en ce moment. Mais moi, je suis avide de nouveautés. J'aimerais bien, par exemple, avoir ma petite résidence secondaire sur Mars, avec piscine, jardin. Regarde, dans Total Recall, ils arrivent à rendre l'air respirable en un claquement de doigts. Tu vas pas me dire que c'est impossible, ça. Tout ça est un immense réacteur fait de turbinium. Tu vois en bas? C'est un glacier. Tout le cœur de Mars, c'est de la glace. Le réacteur la fait fondre et ça libère l'oxygène. Bien. Assez pour que tout le monde respire? Oui. Assez pour toute la planète. Si on le branche à temps.
Dans Total Recall, sorti en 1990, un immense réacteur mis au point par une antique civilisation extraterrestre fait fondre une fois activée la calotte glaciaire de Mars et rend instantanément son air respirable. Ou alors, on pourra bientôt aller vivre sur Mars? Voyons les conditions qui nous y attendraient. Sur Terre, la température moyenne est d'environ 15 degrés, la pression atmosphérique de 1013 hectopascales. L'air est composé à 78% de diazote, à 20% de dioxygène, à 0,93% d'argon et à 0,03% de CO2. Voyons les conditions sur Mars. Sur Mars, la température varie entre moins 133 et 3 degrés. Frisquet. La pression atmosphérique est de 636 pascales, c'est-à-dire environ 170 fois moins que sur Terre. L'air est composé à 95% de dioxyde de carbone et à 2,7% de diazote. Autrement dit, pour vivre sur Mars, il faudrait changer son atmosphère. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Mais alors du coup, c'est possible? De nombreux scientifiques se sont déjà posé la question. Il serait en effet possible de le faire à plusieurs conditions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait d'abord réchauffer la température moyenne de la planète Mars. Pour ça, on utiliserait du gaz carbonique, qui enclenchera un phénomène de gaz à effet de serre, ce qui réchaufferait la planète tout entière. Pour accentuer ce processus, on pourrait aussi mettre certains microbes, les cyanobactéries. On pourrait aussi lâcher du méthane. Tous ces nouveaux ingrédients accentueraient encore l'effet de serre et feraient fondre les calottes polaires. Les calottes polaires contiennent du CO2. Et comme on sait, le CO2 accentue encore l'effet de serre et la température augmente toujours plus. Au bout de 600 ans, on pourrait commencer à avoir des lacs et des rivières. Et il nous manque du diazote, mais là encore, grâce aux microbes, on pourrait s'en procurer, on pourrait en faire. Il nous faudrait aussi de l'O2. Il faudrait planter de larges forêts sur la planète Mars. Dans Total Recall, c'est pas du tout ce qui se passe. En quelques minutes après la fonte des calottes polaires, on a l'atmosphère qu'il nous faut. En plus, c'est une atmosphère qui arrive grâce aux technologies extraterrestres. Grâce au fameux turbinium dont on entend parler dans le film. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, il nous faudrait plus de 100 000 ans pour avoir une atmosphère respirable. Et en plus, pour l'instant, les ressources économiques nécessaires pour lancer un projet de terraformation sont encore hors de portée. Mais imaginons que l'humanité s'investisse un jour dans ce projet. On pourrait y vivre d'ici 100 000 ans? Il resterait un problème que nous ne pouvons pas résoudre. La pesanteur, la gravité. En fait, Hugo, qui pèse 60 kg sur Terre, aurait le sentiment d'en peser que 20 sur la planète Mars. Parce que la gravité martienne équivaut à un tiers de celle de la Terre. Or, la constitution des êtres humains dépend de la pesanteur terrestre. Si un homme arrivait sur Mars, ses muscles auraient beaucoup moins de poids à soutenir. Et il s'atrophierait forcément. De même, ses os se fragiliseraient, ils se décalcifieraient. Et le calcium serait évacué par les urines, ce qui provoquerait des calculs rénaux extrêmement douloureux. L'homme serait fragilisé par la vie sur Mars, il mettrait des générations à s'adapter s'il y parvient. Donc oui, en théorie, il serait possible de terraformer Mars, mais il ne serait pas possible de s'y installer durablement. Bon allez, j'y retourne. Salut, à la prochaine. Salut. Pour conclure, je suis avec Dan Holman, fondateur du musée du cinéma à Lyon et miniaturiste réputé. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre travail au sein du musée? Moi, je suis miniaturiste de mon côté, donc je fabrique mes propres miniatures. J'ai travaillé un petit peu dans le cinéma en tant que maquettiste. Bon, j'ai été appelé à une certaine époque par Luc Besson pour 5e élément, par exemple. Et moi, ce que j'aime avant tout, c'est le côté fantasque, c'est l'imaginaire. J'aime les lignes, j'aime les formes. Et c'est vrai que pour des films, on est capable de faire toutes sortes de choses. Donc est-ce que ça vous gêne que les réalisateurs trichent avec la réalité pour les films? Pour les films, moi ça ne me dérange pas, une ligne. Parce que, vous savez, il y a une différence entre un dessinateur qui va faire une ligne pour un vaisseau spatial. C'est pas évident de faire un vaisseau spatial. Hein. Celui qui n'a pas cette espèce d'habitude pour donner le côté gigantesque baleine d'un vaisseau, il faut qu'on ait la sensation qu'il est très solide, qu'il peut aller très loin dans l'espace, qu'il est énorme.
et puis qu'il est monstrueux. Vous voyez, on amène souvent des données un peu animales. Bon, c'est pas évident à dessiner, n'importe qui va vouloir faire un vaisseau spatial, il se retrouve à faire un pot de yaourt avec 3 canons. Non mais c'est vrai, c'est complexe. Alors, c'est déjà pas mal de faire quelque chose qui fonctionne, comme on dit en cinéma. Qui fonctionne visuellement. Qui fonctionne. Mais les délires, moi j'aime ça. Vous voyez, c'est un peu à la Jules Verne ce ballon, regardez. Les Américains pour les 3 mousquetaires, hein, bon, c'est de la science-fiction vue à l'époque des 3 mousquetaires, à l'époque de Richelieu. Mais pour eux, attention, ils sont capables de mettre un galion avec un zeppelin qui pourtant n'est arrivé qu'en 1910-1920. Vous voyez, donc il y a pas mal d'anachronisme au niveau de l'époque. Moi j'aime bien ça, ça fait rêver, ça fait pas bon, ça déchire. Ça fait rêver, c'est pas mal. C'est vrai que dans certains films de science-fiction, des fois c'est assez comique, quoi. On voit les gars, c'est pas possible avec la pression qu'ils ont, d'aller sortir. Des fois, je comprends pas le danger qu'ils peuvent avoir d'aller passer 15 jours soi-disant sur une planète, le moindre truc, ils vont mourir. Par exemple, je me permets de dire, moi je suis très choqué en ce moment, et ça m'amuse, en tant que passionné de cinéma. Ces humains qui veulent aller à tout prix sur Mars, qui disent on va sur Mars pour expérimenter du matériel, qui disent on va sur Mars parce qu'on va comprendre plus de choses, mais qu'ils arrêtent de raconter que Mars sera peut-être la planète de demain. Quoi. Vous avez vu cette galère sur Mars? C'est comme sur la Lune. Sur la planète Terre, on veut fuir tous ces déserts, on n'en peut plus, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse, il y a tout ça, puis on prétend que ça va être soi-disant Mars, une prochaine planète où on va aller. Là, vous voyez, pour moi aussi, c'est un anachronisme que je trouve amusant. Eh ben, merci beaucoup Dan pour nous avoir accueillis dans ce magnifique cadre et nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Ça marche. Merci aussi. Hé Antoine, je suis revenu. Bah qu'est-ce qu'il y a, ça a pas l'air d'aller. Oui, bah c'est de la fiction, on pourra jamais en avoir en vrai. Eh, regarde ce que je t'ai ramené. Eh, vous êtes quand même des grands gamins. Hein.